Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue pour le 16e numéro de French Big Ballers, le podcast qui traite de l'actualité des Los Angeles Lakers. Je suis bien évidemment accompagné de mes compères habituels, Nas et Adrien. Comment ça va messieurs? Écoute, je prends la parole rapido, moi ça va très très bien, de retour d'un petit week-end à Paris, un peu fatigué mais toujours en forme pour parler des Lakers. Est-ce que c'est ton week-end à Paris qui t'a le plus fatigué ou le fait que tu trolles les fans des Warriors avec le compte, Nas? Écoute, c'est vrai que là je me suis un petit peu amusé à troller les Warriors. Bon, j'avais trollé en fait pas mal d'équipes jusqu'ici, dont Russell Westbrook, qui n'est pas une équipe mais que j'aime bien troller. Et oui, avec les Warriors c'était plutôt marrant. Après c'est vrai qu'il y a aussi un peu mon avis quand même derrière ces tweets. Et effectivement, pour moi vraiment, Kevin Durant est le franchise player des Golden State Warriors. Pardon. Mais bon, c'est pas le débat, on n'est pas là pour en parler. Et voilà. Exact. Je vais demander à Adrien comment il va. Bah écoute, ça va très très bien. Je suis vraiment heureux de vous retrouver après quasiment 2 mois d'absence, c'est ça, hein? Et en plus, il me semble qu'il y a pas mal de choses à dire ce soir, donc heureux d'être en votre compagnie. J'allais le dire, ouais. Donc beaucoup de choses à traiter depuis le dernier numéro, comme tu l'as dit Adrien. Loterie, draft, free agency, rumeurs de trade, tacle assassin aussi dans les divers médias qu'on a pu voir sur ces 2 derniers mois. Donc l'intersaison des Lakers débute sur des chapeaux de roue, je trouve. Ouais. Tandis que les Warriors et les Raptors s'affrontent en finale, peut-être pas pour longtemps du coup. Les Lakers se retrouvent au centre de l'emballement médiatique post-saison. Messieurs, est-ce qu'on commence par le croustillant? Allez, en avant. Écoute, allez. On doit toujours commencer par le croustillant. En avant pour le cirque. Voilà, puisque c'est la suite logique d'un des sujets de notre dernier podcast. Le départ de Magic Johnson, puisque Monsieur Magic Johnson, entre 2 tweets aussi inutiles que Jason Tatum en isolation, l'ancien président s'est entre guillemets exprimé au micro de First Take, émission d'ESPN animée par Stephen A. Smith, et Magic, il a balancé un beau paquet de scuds dans tous les sens pendant un peu plus d'1 heure. C'est ça, Nas? Est-ce que tu confirmes? C'est ça, exactement. C'est vrai que trahison avec Pelinka, il expliquait qu'en gros, par rapport à Pelinka, Stephen A. Smith lui posait la question de s'il était resté en mauvais termes, je crois que c'est ça, avec des membres de l'organisation. Et pour Magic, à ce moment-là, le seul qui pointait était Rob Pelinka, à entre guillemets l'étonnement de tous, parce que en tout cas en surface, il n'y avait pas l'air d'avoir un bif énorme. C'est vrai qu'il y avait quand même eu des rumeurs dans des médias pendant la saison de discorde entre les deux. Bon, on va y revenir plus tard, mais bon, la version de Magic est la version de Magic. Il y a d'autres versions de pas mal d'autres personnes qui travaillent dans l'organisation, et c'est pas tout beau tout rose du côté de Magic Johnson non plus. Du coup, je pense qu'on n'aura jamais véritablement le fin mot de cette histoire, mais je pense que c'est intéressant d'en parler. Je sais pas ce que t'en penses, Adri. Ouais, un peu pour rebondir sur l'introduction de Clément, tu as eu un peu une sorte de grand résumé de Magic et de sa compétence, ou du symbole plutôt du Magic président, des tweets basket ridicules et un sens de la loyauté proche du néant. Pourquoi avoir dit ça maintenant? Quand tu penses, on va dire, à la manière dont, tu vois, pour comparer un peu les choses, la manière dont Mitch Kupchak a été viré, ouais, pas très très beau. Mitch, il a rien dit. Il n'y a pas eu un seul mot contre la maison Lakers. Et l'autre, il lui faut juste 1 semaine pour aller dans les médias, et puis voilà quels médias, quoi, hein, pour balancer un peu sur tout le monde. Ah, ça commence à tacler de Stephen A. Smith, j'aime pas ça, j'aime pas cette ambiance, je vous le dis. Non, je rigole. Mais je me dis, à part nous faire apparaître pour des abrutis, c'est quoi le but? C'est quoi le but de cette sortie-là? Attends un petit peu. Et puis après, une question que je me posais, c'est, bon, ça marchait pas entre les deux, mais qui est-ce qu'il a nommé GM à la base? Parce que d'abord, on a nommé Magic comme président des affaires basket, et ensuite, c'est lui qui a quand même nommé Pelinka. Et il pouvait pas se mettre d'accord depuis le début sur une personnalité avec qui il était prêt à travailler. Bref, honnêtement, je m'étais emballé de manière assez, on va dire, intempestive contre Magic au dernier podcast. Bon ben voilà, c'est pas ça qui va me donner tort. Hein. Non, ça c'est clair. En plus, je pense que Clément est d'accord avec moi. Cette sortie-là de Magic, en fait, c'est vraiment du Magic pur, tu vois, du Magic dans le texte. On apprend en plus au détour de déclarations que au détour de sources, je crois que c'était Woj, que Magic annonce sa démission à cause d'un article qui va tomber sur ESPN. Bon, on va reparler de cet article parce qu'en fait il est sorti, et c'est le fameux article de Baxter Holmes. Mais voilà quoi, là, et en fait déjà entre guillemets, le fait qu'il se barre à la fin de la saison, qu'il présente une espèce de mi-démission, on sait pas trop ce que c'est vraiment.
Et derrière, voilà, cette sortie médiatique, etc., c'est du Magic. C'est le problème de ce mec, dans le fond. Un excellent joueur, mais un homme très imprévisible, tu vois. Et voilà. Oui, puisque, comme tu l'as dit, donc, dans cette émission, il se défend de certains choix. Si j'ai bon souvenir, le fait de ne pas avoir signé Julius Randle. Il regrette de ne pas avoir signé Brook Lopez. Donc, c'est des sujets qu'on avait évoqués l'année dernière. Et il regrette aussi de ne pas avoir viré Walton plus tôt. Oui, c'est ça. Qu'il n'avait pas pu virer Walton plus tôt, de ne pas avoir pris la décision. Et du coup, voilà, il a essayé un peu de redorer son image. Ce qui n'a pas forcément été le cas en tout cas sur ce qui ressortait de Twitter. Les mecs n'ont pas compris cette intervention de Magic et l'ont un peu taclé sur ça. Et bien après, Monsieur Baxter Holmes, qui a peu de temps après cliqué sur le bouton rouge, il lâche un article qui sent bon le napalm en dépeignant le fonctionnement pathologique de la franchise, le climat anxiogène établi par la direction sportive, donc Magic et Pelinka, la faible présence du premier, la mythomanie du second, l'incapacité de Jenny à gérer dignement ce bordel, sans se faire manipuler par Kurt et Linda Rambis, bien sûr. Un papier qui est assez rassurant à l'aube d'un été, je pense, déjà déterminant dans l'ère Leigh Brown. Voilà. Qui c'est qui veut commencer avec ce beau footwork Franchement, je sais pas. On va se marrer de toute manière, quoi qu'il arrive. Peu importe celui qui commence, vas-y, Adri, je te laisse la main, on va se marrer. Allez, choisis, Adri. Ouais, je sais pas, on va la jouer un peu complot ou tu vois, au règlement de compte au sein des Lakers, mais si toutes les sources de Baxter Holmes ne sont pas foirées, ça donne vraiment une très très belle image de ce que ça devait être cette année de bosser à LA. Hein. Entre des clans, personne peut s'encadrer, l'autre qui est dans sa tour d'ivoire et qui veut rien regarder, c'est magnifique. Hein. Du personnel qui est sous anxiolytique et qui part en dépression. Enfin bref, c'est ça effectivement pour rajouter une couche sur Magic le souriant et Magic le grand président que tout le monde adore. Voilà. Hein. Mais ça rajoutait aussi, du coup, cet article-là donnait raison un petit peu à nos inquiétudes du précédent podcast, à savoir que cette franchise-là n'était pas organisée actuellement, n'était pas gérée de manière rationnelle, et dont acte, et on s'en rend compte que c'est encore pire que ce qu'on pouvait imaginer. Alors, je disais un peu des règlements de compte et des mystérieux mystères dans cet article, c'est qu'il y a quand même, allez, on va dire, il y a deux clans qui sortent indemnes de la sulfateuse de Baxter Holmes. Il y a Walton, finalement, parce qu'il y a très peu de choses qui sont dites sur le coaching staff. Très très peu de choses. Et les deux frères Boss, eux aussi, sortent, et par extension le scouting department qui reste lui aussi indemne. Donc, est-ce que parmi les deux, qui est-ce qui a balancé? Tu vois, qui c'est qui a donné les munitions pour changer un petit peu le rapport de force à l'intérieur de la franchise ou pour se venger d'être parti pas forcément dans les meilleurs termes? Ma foi. Je sais pas. Alors ça, tu vois, c'est la fameuse théorie du complot dont tu parlais. On pourrait aussi tout simplement partir du fait que Baxter Holmes fait un article à charge contre l'institution et ses dysfonctionnements, le fait que les décisions ne se fassent pas de façon verticale, etc., etc. Peut-être simplement que Baxter Holmes n'avait pas forcément envie de parler de la qualité du jeu de la franchise, de comment faisait en fait Walton dans cette franchise. Parce que moi je les connais pas très personnellement, mais Walton ça m'a pas l'air d'être un méchant gars qu'on pourrait accabler comme ça. Pardon. Ouais. Bon, ok. Pardon. Ouais. Bon, ok. C'est vrai, certes. Mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est que, moi, Walton, quand tu le voyais quand même dans ses sorties médiatiques avec les joueurs, etc., même sur des vidéos d'entraînement, etc., il avait quand même pas l'air d'être détesté par les gens, même les gens qui bossaient avec lui. Non. J'avais vu pas mal de vidéos d'entraînement, etc., et ça a l'air de plutôt bien se passer entre eux. Mais oui, effectivement, comme tu dis, hyper accablant contre Magic déjà, parce que voilà, t'apprends que c'est un espèce de petit despote en fait qui ne veut pas entendre d'avis extérieurs différents que le sien, sous peine de se faire potentiellement renvoyer, des choses comme ça, des employés qui sont anxieux, qui sont sous très fort stress, etc., qui témoignent. Comme tu le dis, en fin de compte, tout dépend vraiment de la fiabilité des sources. Mais ça fait quand même pas mal de sources et pas mal aussi de GM qui derrière ont surenchéri anonymement disant que l'article de Baxter Holmes est vrai, quoi, est réel. Et que pas mal de franchises n'ont pas voulu travailler avec les Lakers pour ces mêmes raisons, si tu veux. Du coup, bon, on sait pas trop qui croire, mais enfin, on sait quand même aussi un peu qui croire, quoi. Voilà, je sais pas ce que t'en penses, Clément. C'est ce qu'on avait dit, puisque j'avais écrit brièvement un thread après tout ça, après tout ce bordel. Et ce que je rappelle en première ligne, c'est que Baxter Holmes est un journaliste émérite, reconnu. Oui.
Et il n'est pas il n'est pas classé dans les journalistes qui vont prendre parti contre les Lakers ou qui au contraire vont redorer le blason des Lakers comme peut le faire Kevin Dean par exemple. Non, c'est assez objectif et ça semble être un travail recherché de plusieurs mois même, je dirais. Donc c'est pour ça que j'ai un peu tendance à écarter Luke Walton des potentielles sources. Je mettrais plus le trio, enfin plutôt le duo Jesse Buss, Joey Buss. Je pense pas que Ryan West ait participé à ça, mais ça témoigne vraiment quand même par contre de ce qui ressort de l'article, c'est que il y a aucune écoute, que ce soit de Magic et Pelinka pour prendre les décisions. C'est écrit dans l'article, ils les prenaient à deux et ils ont pris des décisions foireuses. Personne n'a compris pourquoi ils ont signé Dan Stephenson, Rajon Rondo et Javel McGee. Mais bon, ça commence avant, ça commence à la draft. Oui, non, mais après ça, je veux dire ça c'était beau, ça quand même comme anecdote. Le scouting staff dit on prend Omari Spellman, ok, ça fonctionne, et les deux mecs se mettent dans une pièce à côté et prennent Mo Wagner sans consulter personne. Enfin, tu sens qu'il y a un truc qui va pas. Tu sens que. Et pour en revenir à ce que je disais, voilà, le fait qu'ils prennent Stephenson et Rajon Rondo pour entourer, alors que les mecs, tout le monde leur a dit de prendre des shooters et que le choix était incompréhensible. Enfin, tout le monde a vu sur Twitter, le coaching staff autour, même nous, les qui font sur Internet, on a pu le dire que ça allait pas fonctionner et que ça allait foirer. Donc voilà, il y a fallait pas être médium, fallait pas être médium pour savoir que les décisions de Magic et Pelinka pour la free agency, pour la draft c'est un autre sujet, mais surtout pour la free agency, étaient foireuses dès le début. Je veux dire, il suffisait simplement de regarder sur le papier, quoi. Sur le papier, ça pouvait pas fonctionner. Et cet article, il montre quand même que il y a quand même des gens très haut placés dans cette franchise qui sont inconscients et qui se rendent pas compte du pouvoir qu'ils donnent à Magic et à Pelinka. Faudrait aussi nuancer, peut-être savoir si c'est Magic ou Pelinka qui a vraiment la main. Moi, je pense que c'était plus Magic qui avait son mot à dire que Pelinka entre les deux. Enfin, je pense que la décision finale, à mon avis, c'était Magic qui les prenait. Mais bon, ça faudrait peut-être qu'il y ait plus d'informations sur le sujet. Mais oui, excuse-moi, je t'ai coupé, tu parlais du... j'allais dire que voilà, il y a ce manque de communication au niveau du coaching staff, mais ça témoigne aussi le fait que ça sorte et que ce soit supposément derrière Joey et Jesse Buss, le fait que Jenny n'écoute pas ses frères, que Jenny n'écoute et ne voit qu'à travers les avis donc c'est entouré de trois personnes, c'est Linda Rambis, Kurt Rambis et apparemment son ex Phil Jackson voilà. Phil Jackson qui aurait des SMS de temps en temps qui dit ce serait pas mal de signer Tyronn Lue, ou prenez Jason Kidd, c'est cool, Jeff Hornacek c'est cool, il joue bien le triangle là, les gars, trader LeBron, il y avait ça aussi, hein. Bref. Bon, ça a l'air d'un sacré foutoir. Et comme tu dis, cette anecdote. Mais c'est une vraie question, que je pose à vous deux. Qui aujourd'hui dirige vraiment les Lakers ? C'est ça. Qui c'est qui a le dernier mot aujourd'hui en ce qui concerne les affaires de basket ? Moi, je pense que depuis l'éviction, enfin plutôt le départ de Magic, je pense que c'est du coup Jenny qui fait beaucoup du boulot, aidé par le clan. Non. Là, je t'arrête. Jenny, elle est incapable de prendre une décision basket. Non, mais c'est pas au niveau de la décision, je te parle au niveau de l'influence. Je pense qu'elle est pas mal drivée par les Rambis quand même, tu vois. Pelinka et Linda Rambis, je pense. Donc la question c'est ça, ma vraie question c'est qui aujourd'hui est le vrai dirigeant ? Est-ce que c'est Pelinka ? Est-ce que c'est Linda Rambis ou est-ce que c'est Kurt Rambis ? Ouais, moi c'est déjà même plus Kurt Rambis que Linda Rambis, mais moi je dirais que c'est Kurt Rambis, tu vois. Parce que Linda Rambis sur le papier, elle a pas véritablement ce vrai bagage de basketball, quoi, tu vois. Tout à fait. Du coup, pour moi c'est Kurt par élimination, tu vois. Mais on applaudira quand même au passage Rob Pelinka qui a su se placer suffisamment tôt dans la saison et être dans les petits papiers de Linda Rambis. C'est ce qui est ressorti, que Linda Rambis l'appréciait bien, et je pense que ça l'a sauvé aussi, ça a sauvé sa tête à un moment donné où Magic aurait pu dégager Pelinka. Ouais. Là, il était invirable. C'est pour ça que Magic est parti. Un certain joueur a compris également qu'il fallait se placer. Merci pour le repas, c'était très bon. Ça défend pas toujours sur le terrain, mais ça défend sa place dans le roster. Est-ce qu'on continue sur le marasme du oui, front allez, office ? vas-y, on va rester au moins sur une petite note d'espoir, et tu l'as noté en parlant des frères Boss. Finalement, ce qu'il y a de rassurant, c'est que ces deux-là connaissent le basket, connaissent le problème actuel des Lakers, et peuvent donc être une solution à l'avenir, puisque s'ils ont eux conscience des problèmes et qu'ils le font remonter
à Ginny et qui veulent prendre de l'importance dans l'appareil décisionnel de la franchise, eh bien, il faudra espérer qu'un jour, les décisions leur incombent. Voilà. Le putsch. Voilà. Bah oui, mais c'est ça la question. C'est un putsch ou une vente, tu vois. Enfin, parce que beaucoup de gens lui suggèrent de vendre. Elle le fera jamais, à mon humble avis, tu vois. Mais au moins que les frères se positionnent et fassent un peu bouger tout ça, quoi, tu vois. Parce que c'est l'état dans lequel est la franchise actuellement. Je pense qu'on va y revenir, hein, de toute façon, parce qu'on va parler draft et plus encore. C'est pas bon en vue d'attrait de certains joueurs, etc. Tu vois, ce gros bordel dans la franchise, ça donne pas envie, quoi. Du coup, à quand les noces pourpres et or, ouais, c'est ça, exactement, t'as tout dit. Après, moi j'ai confiance, les mecs regardent Batman en boucle depuis 3 ans, donc ça va bien se passer. Ah putain. Je pense qu'il y a cette anecdote-là, le fait que Kobe aurait voulu discuter avec Heath Ledger et qui est mort. Mais le pire, c'est que la vidéo est sortie. Ouais. Le pire, c'est vraiment que la vidéo est sortie, quoi. Et l'autre truc, et en plus, elle était sortie bien avant, en début de saison. Un mec, elle avait fait remonter cette anecdote pourrie. Et l'autre, c'est pour justifier le choix de Maurice Wagner. Quand Pelinka dit qu'il a appelé Josh Hart, et sous les conseils de Josh Hart, qui doutait de Maurice Spellman, qui était son coéquipier quand même à la fac, il a pris Mo Wagner. Et ça a un peu foutu les deux en bisbille. Ils ont dû s'expliquer tranquillement, Maurice Spellman et Josh Hart. Et Josh Hart a juste pointé du doigt que, il savait pas trop comment Omar Spellman allait pouvoir s'adapter à la vitesse et à la rugosité du jeu NBA. Mais putain, mais le mec. Putain, mais t'imagines, n'empêche. Affiche pas ton joueur, quoi. Ah, ce fouteur de merde, quoi, je rêve. Assume tes décisions, c'est toi le GM. Sombre con. Ah, c'est terrible. Non, mais c'est du jamais vu, franchement, c'est du jamais vu, mais. J'ose espérer que ce mec-là, c'est pas lui qui va prendre l'appel, tu vois, le soir du 20 juin, hein. Bah, le truc, c'est que là, tous les signaux sont au vert. Pour montrer qu'il a les pleins pouvoirs, tu vois, depuis le départ de Magic, parce que finalement on a débauché le séquestre, tu vois, la tâche sur la chaise, il fait, et tu vas appeler qui on te dit d'appeler, hein. Enfin, tu vas appeler quand tu vas appeler Silver, tu vas dire le nom qu'on te dit, hein. Parce que tu parlais de motif d'espoir, il y a aussi un motif d'inquiétude, c'est qu'on a débauché personne pour remplacer Magic, quoi, tu vois, entre temps. Ah non, mais je pense que c'est acté que Pelinka va prendre la double casquette et ouais, mais avec Kurt Rambis derrière. Ça fait peur, tu vois. Ça fait peur. Ça fait limite plus peur que Magic GM, quoi, tu vois, pour te dire. Ça rappelle ce que je te dis, c'est que l'autre il est content d'être dans une espèce de rôle de président de l'ombre, ça lui va très bien, tu m'étonnes. Tu prends toutes les décisions et t'es jamais tenu responsable, c'est pas mal, hein. Et tu te fais pas chier avec les médias, tu vois, non, tranquille. C'est parfait. C'est ça maintenant l'organigramme. Ouais. Superbe. Honnêtement, c'est le pire moment qu'on ait jamais vécu en termes d'organisation. Ouais, il faut le dire. Dans la franchise. Ouais. Bah, avec Kupchak, c'était quand même pas mal aussi à certains moments. Avec Kupchak et. Non, la différence que c'était vraiment que le sportif. Là, ça semblait le bordel. C'était traçable. Si tu veux, les erreurs étaient sportives, c'était traçable. Tu vois, Mitch était président GM. Après, au-dessus de lui, toi, t'avais Jim. Ces mecs-là, comment dire, étaient responsables. Tu savais qui prenaient la décision. Et les deux, d'ailleurs, ont toujours dit, c'est collégial, c'est nous. Donc, si vous m'attaquez moi, vous attaquez Jim, et vice versa. Tu vois. Donc, c'est normal que les deux soient tombés en même temps. Tu vois, on savait. Après, le truc, c'est que. Ouais. Regarde par exemple, reprenez lorsqu'ils ils vont pour drafter D'Angelo Russell, il y a tout le monde dans la pièce. Tout le monde. C'est vrai. Et ça blague entre Jim, il y a Joey aussi qui est là, tu vois, ça rigole. Tous les mecs sont impliqués. Donc tu sais, à la limite, ok, il y a une décision de merde, une free agency de merde, d'accord, ça c'est un fait, mais c'était pas le bordel. Ouais. Mais oui, non, mais après, effectivement, c'est une période très sombre de l'histoire managériale de la franchise. Moi, ce que je regrette le plus, c'est qu'en fait, ce soit vraiment opaque, quoi, tu vois. Que tu saches pas, en fait, qui fait quoi. Te dire que t'as le spectre, là, des Rambis qui veille un peu au-dessus de la franchise et tout, franchement, c'est pas rassurant du tout, quoi. C'est pas rassurant du tout. Et en fait, j'ai vraiment cru qu'il allait avoir un espèce de gros bazar créé par l'article de Baxter Holmes à ce moment-là, parce qu'il est quand même sorti il y a un petit moment maintenant, cet article, et on n'a pas vraiment eu l'impression que ça avait fait bouger quoi que ce soit, quoi. On n'a pas eu vraiment d'écho et de retour de grands ménages dans l'institution Lakers, etc. Donc je sais pas, peut-être qu'en fait Jenny a fait le choix de se mettre entre guillemets en état de léthargie, tu vois, en attendant que l'orage passe, tu vois, et
peut-être que rien ne va changer. J'espère pas, mais ça sent mauvais. Ça sent vraiment mauvais. On peut se préparer à la réunion du trust, je pense. Ouais. Oui, effectivement. De limer ses couteaux. C'est là où ça va se jouer, en fait. C'est là où ça doit vraiment se jouer. S'ils se rendent compte qu'au sein de la franchise, on va dire, ils n'ont pas de moyens d'influence, il faut que ça joue à l'échelon supérieur. Bon, après, je pense que la direction, elle a pu nous rassurer grandement dans sa gestion du recrutement d'un coach, non? Vous ne trouvez pas? Je rappelle les faits. Largement favori, Tyronn Lue claque la porte des négociations après une proposition indigne d'un coach champion NBA, largement motivé par l'influence de Kurt Rambis d'ailleurs. Et aussi une tentative du front office de prendre les décisions pour lui, donc notamment nommer le coaching staff autour de Tyronn Lue. Donc Tyronn Lue n'aurait aucune importance dans le choix de ses assistants, ce qui est un peu emmerdant quand t'es coach. Et c'est donc Frank Vogel, dont on évoquait de manière quasi certaine sa nomination en tant que premier adjoint de l'ancien coach des Cavs, qui signe le contrat court, donc 3 ans, si ma mémoire est bonne, c'est ça? C'est ça, 3 ans. Et donc peut-être son arrêt de mort, puisque les conditions du front office, c'est les mêmes. Une mainmise sur les décisions et sur le choix des assistants coach de Frank Vogel, et qui on trouve? Jason Kidd. Vieux Jason Kidd. Supposément assistant le mieux payé de la ligue, pour un travail qui, je l'espère, s'avérera au moins sans impact, le pire étant un impact néfaste comme il a pu l'avoir aux Bucks. Messieurs, votre avis sur cette nomination d'abord de Frank Vogel et cette nomination de Jason Kidd? Nas, s'il te plaît. Alors, Frank Vogel, pour moi, c'est pas la pire signature de coach. Je pense qu'on est tous d'accord, à mon avis, sur ça. Attends. Tiens, si tu veux même rajoute une précision, c'était loin d'être le pire parmi la liste qui a circulé. Voilà. Oui, non, après la fin des négociations avec Tyronn Lue. Parce que faut pas oublier que sur cette liste, on a quand même entendu Jason Kidd, on a entendu Monty Williams. Est-ce que j'en ai oublié? Non. Monty Williams, c'était avant, ouais. déjà signé au sol. C'est vrai que c'était déjà terminé. Non, la deuxième liste, elle est vraiment effrayante. Hein. Il y avait qui sur la shortlist? J'arrive même plus. Je me rappelle même plus. Lionel Hollins. Ah oui. Mike Woodson. Oh là là. Non, Jason Kidd, on dit non, quand même on peut pas. Non, petite histoire judiciaire. Ouais, Jason Kidd, c'est quand même vraiment le pire de tous, tu vois. C'est vraiment le pire de tous parce que en plus d'être une merde, c'est un bâtard, quoi, tu vois. Ah, et donc, si on oublie Bickerstaff, on a rencontré Bickerstaff. Hein. Ouais, Bickerstaff. C'est vrai, exact. Qui a signé un contrat d'assistant là. Donc, toute chose étant considérée, tu vois. Voilà, c'est ça. C'est quand tu regardes, franchement, quand tu regardes les munitions qu'on avait, on n'a pas choisi la pire des munitions. On peut revenir très rapidement sur ce qu'est Frank Vogel, coach plutôt réputé quand même pour sa défense que pour son attaque. D'ailleurs, il n'est pas du tout réputé pour son attaque, même si mes souvenirs sont bons. Mais à la rigueur, pourquoi pas, à la condition de l'entourer d'un coaching staff qui va pouvoir pallier en fait et équilibrer certains de ses défauts, notamment sur l'animation offensive des équipes qu'il a fait jouer avant, dont les Pacers entre autres. Et du coup, qui est-ce qu'on a signé pour cette animation offensive? Et ben, on a signé ni plus ni moins que Jason Kidd pour l'accompagner. Et ça, par contre, ça fait vraiment flipper, ça en l'occurrence. Du coup, je sais pas trop quoi dire de plus, quoi. Le coach sur le papier, ça va, mais on l'a accompagné avec du grand n'importe quoi. Pour l'instant. Je pense qu'il reste encore 1 ou 2 postes à pourvoir de mémoire, non? Encore? Oui, il en reste encore plusieurs. Hein. Il en reste encore plusieurs, oui. On peut se rassurer en espérant une bonne signature. Adrien, ton avis sur Frank Vogel? Oui, en fait, l'espoir a duré le temps d'une conférence de presse qui était lors de son intronisation en tant que nouveau coach des Lakers. Il a été, pour moi, c'est sans faute. Ouais, c'est quasiment sans faute ce qu'il fait dans sa communication, dans la manière dont il fait amende honorable, la manière dont il dit s'être adapté à la NBA moderne, la manière dont il a dit même vouloir mettre, on va dire, les stats avancées au cœur de son dispositif, de moderniser son attaque, de s'adapter aussi à la défense. Enfin, il y avait vraiment avec une petite entrée en matière technique qui était vraiment, vraiment intéressante. Et ben, ça a duré le temps des premières nominations. Jason Kidd, tu l'as nommé. Et d'ailleurs, tu mets Hollins. Lionel Hollins, c'est le mec qui déteste le plus les stats avancées de toute la ligue. Exact. Mais comment ça se passe, quoi, les gars? Tu vois? Et après, derrière, on veut faire venir Hornacek. C'est quoi le délire? C'est qu'on prend les coachs les plus pétés, comment dire, des 10 dernières années et les recruter au sein des Lakers. C'est n'importe quoi. Donc voilà. Et je suis convaincu que Frank Vogel n'était pas partant pour ça, pour les prendre eux, Adrien. Je pense. Ouais, je pense aussi, mais tu vois, mais ça, du coup, ça fait écho à ce qu'on dit tout à l'heure. Qui prend vraiment les décisions là-dessus? Et tu vois, et à quel point ce mec-là est désespéré de vouloir retrouver un banc et retrouver les parquets pour accepter de telles conditions.
C'est n'importe quoi. Alors j'espère que sur les postes peut-être un peu moins flashy, là il aura à nouveau la main et qu'il va s'entourer d'un casting 4 étoiles, mais là, c'est chaud quand même, hein. Hornacek, putain. Après, dans un sens où, j'avais réagi aussi à la signature de Lionel Hollins, qui présente des limites offensives, lui aussi. Donc, comme je l'avais dit, on vient pas pallier les difficultés de Vogel, mais ça aurait fait un bon assistant. On m'a reproché quand même à un moment donné que je taclais Lionel Hollins, alors que c'était pas du tout le cas, mais je vois pas sa signature avoir un intérêt, alors qu'il y a Jason Kidd maintenant en premier assistant. Est-ce que tu vois une plus-value de Lionel Hollins, Adrien? Non, parce que je vois pas. Enfin, si tu veux, Hollins représente vraiment le coach dinosaure. Ouais. Il a vécu son barreau d'honneur, et pas si mauvais d'ailleurs, hein, son barreau d'honneur au Nets, mais ça y est, c'est terminé. À la fin, ça aurait dû être son dernier emploi tout court au sein de la NBA. Après qu'il retrouve un poste à NCAA, je sais pas, hein, il y a des recyclages qui peuvent être d'ailleurs couronné de succès à cet échelon-là, mais pas dans cette NBA-là. All-in, c'est aller au contraire des nouveaux principes de la ligue. Donc, ok, allez, imaginons tu en fais le gars qui va se charger de la défense. Bah, pourquoi pas. Mais est-ce que c'est vraiment un gars, on va dire, qui... faut reprendre un peu la manière de comment a été construit Memphis, puisque c'est quand même Memphis, sa carte de physique, donc c'est deux gros intérieurs, Tony Allen, ce schéma-là de défense, c'est pas comme ça qu'on défend aujourd'hui, nous, hein. C'est pas comme ça, hein. C'est pas lui qui va étudier comment dire le switch et la rentabilité de switch ou pas switch à tel moment du match, tu vois, lui il s'en fout de toute façon, hein. Il est sur ses méthodes à l'ancienne, donc bref. Ouais, notre équipe a elle joue beaucoup plus vite aussi que ses équipes à lui, tu vois. Et donc c'est pas du tout le même rythme de jeu des deux côtés du terrain. Donc c'est clair qu'effectivement quand je le compare avec ce qu'il faisait à l'époque aux Grizzlies, ça n'a rien à voir quoi avec la tâche qui l'attend aujourd'hui aux Lakers. Oui, les rosters ne sont plus construits de la même manière, donc je vois pas encore Hollins va apporter peut-être une garantie d'une stature dans le vestiaire. Non, il reste une poignée de rosters qui jouent comme ça, mais c'est quand même encore très rare aujourd'hui et ça marche pas comme ça aux Los Angeles Lakers et ça marche pas trop effectivement. Mais ça c'est un autre débat, mais effectivement. Je pense que Lionel Hollins est une option au cas où on vire Vogel et qu'on mette Kidd à la place et qu'on vire Kidd pour mettre Lionel Hollins à la place. Là, tu vois, il sera coach. C'est pire, tu vois. C'est pire. Je vois pas le pire, tu vois. Si tu mets Hollins head coach et Kidd derrière ou Kidd head coach et lui en associé. Je sais pas quelle est la pire des solutions que tu me proposes. Moi, j'en ai une. On signe Mark Jackson comme assistant offensif, coordinateur offensif Mark Jackson. Là, on est parti là. Le pire, c'est que ce serait vraiment possible. Hein. C'est ça le pire. Mais tu vois, Hornacek aussi qui t'a deux doigts de signer, il va signer lui, non? Là tu la vois, là, le double appel de Rambis et Phil Jackson disant vas-y prends le Jeff, il est sympa et tout, vas-y prends-le. Ouais. Putain de plan flétri, tu reprends les taux d'optimisation de Hornacek au Knicks, c'est une catastrophe. Mais ces mecs là tu les mets même à la tête du développement des joueurs, ils vont développer quoi? Ils savaient pas le faire. Combien il reste de noms là, normalement sur le coaching staff? Là, on a déjà cramé 2 noms, il en reste 4. Ouais, c'est ça. À l'offensive déjà, il en reste. Déjà, t'as intérêt de prendre t'as intérêt de mettre 2 putains de génies au niveau offensif, d'engager la crème de la crème au niveau du shoot. Ouais. Autant dire qu'on n'est pas. Ouais, j'espère que Vogel a 2-3 idées, tu vois, et qu'il va pouvoir les imposer. S'il les impose aussi bien que ce qu'il a essayé de faire. Jusqu'à ce qu'on lui colle Kidd et potentiellement Hornacek et du coup Hollins sur le dos, on n'est pas rendu, on n'est pas sorti de l'auberge, quoi, tu vois. C'est Crunchy qui disait oui, c'est vrai que l'idée de mettre Kidd au player development c'est pas mal, sauf que si tu le mets au player development, c'est vrai que tu le mets vraiment au contact des joueurs. Donc tu sais, le mec il va jouer le poison, tu vas dire ouais mais Franck c'est pas terrible quand même, hein. T'imagines à la mi-temps du premier match de pré-saison, tu sais. Mi-temps du premier match de pré-saison, il va essayer d'un putsch déjà. C'est vraiment Ross Bolton, tu vois, là tu l'as nommé, là il est là ton traître, il est là. Enfin, bon, ça y va aller. Honnêtement, je plains cet homme, tu vois, qui, au sortir de cette conférence de presse, était plein de bonne volonté et d'entrain. Quand il va avoir, on va dire, son roster et enfin son staff qui va lui pilonner son travail, ça va être beau. Hein. Ouais. Ça va pas être beau, mais ouais. Bon, on va se rassurer avec la bonne nouvelle, la vraie cette fois-ci. Ouais, celle de la loterie. Ouais, on a quand même fait un sacré hold-up, hein, tu vois. Voilà. De tout le reste. Parlons-en. Le 14 mai dernier, messieurs, la NBA a organisé son habituel tirage au sort pour déterminer l'ordre de la draft. Et on avait quand même 77% de chances de finir 11e, du coup.
Et les Lakers, représentés par Kyle Kuzma, le chouchou de Linda Rambis, qui nous a porté chance. Le chéri de ces dames. Voilà. Le futur joueur de Team USA a décroché le numéro 4, donc le pick numéro 4. On avait 2,8% de chance d'avoir ce pick-là, et donc du coup on sélectionnera après les Pelicans, les Grizzlies et les Knicks. C'est ça. Voilà, donc Rob Pelinka s'est exprimé peu de temps après, satisfait de ce coup de pouce du destin, qui fournit à LA un autre asset de qualité, c'est ses termes. Donc messieurs, question un peu idiote, on en fait quoi? Est-ce qu'on draft? Est-ce qu'on trade? Bah, en fait, est-ce que nous, on va vraiment pouvoir faire quelque chose? On ne peut pas, mais tu t'as repris exactement voilà, alors t'as repris exactement la phrase qu'a dit Pelinka. Il a dit ça nous fait une asset de qualité. Donc je pense déjà que lui, dans sa tête, c'est pas dit qu'il ait forcément envie de drafter et de vouloir lancer une nouvelle jeune pousse dans le roster, tu vois. À voir après lui ce qu'ils vont faire. Moi, je serais d'avis, franchement, qu'on draft et qu'on amène le joueur et qu'on le fasse progresser, tu vois. À moins d'avoir voilà une offre vraiment qu'on peut pas refuser, notamment pour babysitter la dernière année d'Anthony Davis. Mais bon, vu comme c'est parti, là, on entend un peu là, New Orleans, donc Nola qui a l'impression, tu les lis dans les médias, tu lis leur déclat, t'as l'impression que voilà, ils ont la poule aux œufs d'or et le truc de malade, alors qu'il leur reste qu'un an et le mec va se barrer gratuitement, tu vois. Bon bref, c'est une autre histoire. Mais ouais, est-ce qu'on draft, est-ce qu'on drafte pas? Pour moi, on draft. Je sais pas ce que t'en penses, Adri, mais pour moi, on draft. Ben, j'essaie de peser le pour et le contre, à savoir quelle serait la décision où on serait le moins irrationnel. Et je reprends cette idée où le scouting staff arrive à kidnapper Rob Pelinka et par miracle arrive donc à lui faire dire le nom qu'ils veulent. Donc on draft. De toute façon, je dirais on draft parce que de toute façon, on sait pas ce qu'on va faire comme trade. On sait pas si quelqu'un va vouloir trade avec nous. C'est ça le truc. Tu vois. Et donc, bien sûr. Donc dans le doute, fais ton scouting et ne sois pas pris au dépourvu le soir du 20 juin. Et voilà. Draft quelqu'un que tu as vraiment envie d'avoir. Parce que bon, Pelinka a dit oui, c'était un asset, mais Pelinka a dit aussi que ma foi, ça restait aussi des très bons joueurs, à pas très cher pendant 4 ans. Donc, ma foi, l'idée n'était pas exclue non plus de garder le pick 4. Oui, et puis de toute façon, si tu draftes intelligemment et que le joueur, et que ça prend bien pour le joueur en NBA, même dès sa première saison, ça reste aussi toujours un asset de qualité, hein, de toute manière. Même si à la base, tu l'avais pas pris pour ça, quoi. Donc pourquoi pas drafter? Et du coup, la question qui tue, est-ce qu'on draft Cam Reddish? Honnêtement, je comprends pas comment tout le monde est à ce point hype sur Cam Reddish au point d'en faire un pick 4. Je ne comprends pas. Il y a tellement des red flags, comme on dit, tu vois, les points sur lesquels il faut éviter ce joueur et personne ne les voit, ou tout le monde lui excuse. Tu fais ouais, il est super potentiel, c'est un super shooter, ouais, 30% à 3 points, 35 à 2 points, non, pas terrible. Ouais, mais on sait jamais. À Duke aussi, c'est parce qu'il y avait Zion Williamson et Barrett à côté de lui, et c'était pas la première option. Ah d'accord, donc vous voulez mettre aux Lakers, là où il y a Ingram, il y aura Butler, il y aura LeBron, c'est bien. Super idée. Ouais, mais on sait jamais, il est super athlétique, il peut défendre. Ah, tu parles, il est horrible au cercle avec des définitions dégueulasses et il défend une fois sur 10. Mais non, mais oui, il y a du potentiel. Non, Reddish. Honnêtement, je vais vous dire, tellement j'ai pas confiance dans ce joueur que, à titre personnel, je le ferais même tomber au-delà de la loterie. D'accord. Ok. À titre personnel. Et parce que vraiment, je suis pas convaincu par le joueur. Bah écoute, je te disais la même sur Okafor. Hein. Moi, sur Okafor. Okafor en 2015, pour moi, il doit pas être drafté au premier tour. Mais bon, ça c'est mon avis personnel. Bon, on a aussi dit certaines choses sur De'Aaron Fox et bon, le book nous a fait mentir quand même, tu vois, sur la durée. Donc, je serais pas autant catégorique que toi sur Cam Reddish, mais par contre, je suis d'accord, je partage ton avis sur ses faiblesses et sur le fait que je pense pas qu'on en ait parlé pour qu'il soit en dehors du loterie. Pardon, excuse-moi. Ouais, ça on a pas parlé. Non, bon, on en avait quand même parlé comme on y allait bien, ouais. Voilà, on avait quand même dit que c'était un sacré. On y allait franco. Voilà. On a mis les deux pieds, d'accord, très bien. On s'est mangé un stop cette année, mais par rapport à la draft, si tu veux, c'est différent. Non, c'est complètement. C'était même le débat, tu vois. On disait, même ça pourrait être un débat. On disait, on prend qui, on the ball ou Fox. Tu vois, non. Là, avant même qu'il ait mis un pied en NBA, j'y crois vraiment pas. Bon, moi, je suis d'accord avec toi en tout cas pour dire que c'est pas un fit pour les Lakers. C'est pas ce qu'on recherche réellement. Du coup, ouais, moi pareil, je serais pas trop pour Cam Reddish.
Bon, en tout cas, les gens avaient cet avis-là aussi quand on a drafté Cam Reddish sur la simulation de draft de QI Basket. Ouais. Ils n'avaient pas lu la justification. En fait, on a tradé le pick à Washington et on s'est fait déglinguer dans les commentaires. C'était drôle. Du coup, alors qu'on aurait pu célébrer les qualités de visionnaire du GM des Wizards. Ouais, bah après, il prend son coup. Lui, il voit le long terme. Donc, nous, on le voyait peut-être pas. Excuse-moi, tu fais quand même, tu échanges Bradley Beal contre Kuzma et Cam Reddish, quelque part, hein. Et Josh Hart. On a lâché Josh Hart aussi. Mais bon, après, peut-être qu'il voit quelque chose de Cam Reddish qu'on ne voit pas. Adrien, il me semble que tu as écrit un papier pour QI Basket, toi, concernant 2 prospects intéressants. Est-ce que tu pourrais nous en parler brièvement? Très brièvement, d'accord. Alors pour moi, le choix devrait se résumer à Jared Culver ou DeAndre Hunter. Pourquoi? Parce que ce sont 2 ailiers, même s'ils n'occupent pas tout à fait le même poste. Culver, c'est plutôt un 2-3 qui pourrait même jouer backup point guard selon certaines situations, tandis que DeAndre Hunter, c'est clairement un stretch fort, mais qui peut défendre sur les postes, allez, on va dire même 2-3, mais il peut s'occuper du meilleur ailier adverse, ça c'est certain. Alors on va commencer par Culver peut-être, qui est, allez, on va dire peut-être qu'à l'heure actuelle c'est mon chouchou, parce que avec le pick 4 il a quand même un petit peu un côté swag, et ce côté je sais tout faire en attaque et avec élégance. Donc notamment ce qui est intéressant avec lui, c'est ses capacités sur le drive. Il y va très régulièrement, il est très intelligent sur la manière d'attaquer la défense et même parfois sur sa prise de décision. Il est capable aussi d'oublier, de scorer pour faire jouer les autres. Ça, c'est certain que sur sa capacité à la passe, c'est un prospect qui peut être très très intéressant pour nous. Surtout dans cette idée d'une NBA moderne où tu veux multiplier les points de création au périmètre. Le tir, c'est vrai que c'est un petit peu sa faiblesse actuellement, puisque ses pourcentages sont retombés de 38% à 30% à 3 points, mais il faut prendre en considération que son rôle a évolué entre son année freshman et sophomore, il a eu plus de tirs compliqués, et surtout il a changé sa mécanique. Donc il faut voir avec du travail cet été, avec du travail cet été, mais même sur 1 an, 2 ans, voir comment son tir évolue, sachant que le gamin est un très très gros bosseur, donc il n'y a pas de problème à avoir sur sa mentalité. Et puisqu'on parle de travail, de mentalité, ça se voit un petit peu en défense. Parce que, alors, il a un peu quelques lacunes ou quelques interrogations à savoir, est-ce que c'est un gars dont on pourra se dire qu'il est un lockdown defender et se charger du meilleur joueur adverse, qu'il soit poste 2, poste 1, voire poste 3? Ça, j'en suis pas encore sûr. Mais ça va être un trou noir en défense. C'est quelqu'un qui va constamment faire les efforts, notamment sur les rotations, et qui est capable de faire des belles actions d'éclat qui feront vibrer le Staples Center. Voilà. Donc vraiment, d'ailleurs, c'est un joueur qui l'a dit lorsqu'il est venu faire son workout chez nous. C'est quelqu'un qui n'a pas de problème à se glisser dans le rôle du two-way player, c'est-à-dire qu'il va se donner à fond des 2 côtés du terrain et qui fera ce qu'on lui demande de faire aux côtés de LeBron. Donc voilà, le gamin connaît déjà son rôle chez nous. Moi, je suis chaud pour lui. Petite question, du coup, là, tu as cité Culver, tu as parlé de Hunter aussi, on a parlé de Cam Reddish plus tôt. Il y a un autre nom qui est lié aux Lakers ces temps-ci, c'est Darius Garland, le point guard de Vanderbilt. Alors dans ton papier, tu avais parlé des limites physiques, c'est ça? Notamment d'un point de vue défensif, du fait qu'il soit limité par sa taille. Ouais, et d'ailleurs c'est pas que physique, parce qu'effectivement il est petit, ils le mettent à 6'3". 6'3", ça doit faire quoi? Ça doit faire 1m88, je crois, donc ce qui le mettrait à la même taille à peu près que Lillard. Mais Lillard, quand même, joue au-dessus du panier. Lillard est capable de dunker assez salement. Garland, non. Je vois pas aussi, il est pas aussi explosif. Et il est très léger, par contre. Alors que Lillard est quand même un peu plus tanky, et tu vois que quand il va au cercle, il va au cercle. Bon, il faut dire que quand Lillard est arrivé en NBA, il avait quand même 4 ans de NCAA derrière lui. Là, Garland n'aura eu que 5 matchs. Et un genou. Et un genou. Et un genou en moins. Donc, il est léger. Donc, ce qui se ressent sur sa finition, il prend des pètes au cercle. Donc, là-dessus, ça va pas s'améliorer en NBA, du moins dans sa première année. Et le problème est aussi au niveau mental. C'est que le gamin fait pas les efforts. Donc, non seulement, tu vois, physiquement, t'es un petit peu léger. Et puis, en plus, t'en as un peu rien à foutre de la défense. En tout cas, de ce qu'on a vu. Moi, je sais pas. Ça pose toujours la question, c'est projetons-nous en play-off dans une série disputée. Est-ce qu'il reste 3 minutes à jouer? Il faut qu'on durcisse le jeu, qu'on prenne pas de points.
est-ce que tu laisses Darius Garland sur le terrain? Je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Donc tout dépend ce qu'on veut avec un pick 4. Est-ce qu'on veut un futur All-Star? Est-ce qu'on veut un joueur du moins un futur All-Star, du moins un futur starter dans cette équipe? Ou est-ce qu'on veut juste un dynamiteur en sortie de banc? Je sais pas. Un très bon lieutenant, quoi. Mais est-ce qu'il a ça en lui? Il y a beaucoup de personnes qui le comparent à Kyrie Irving. Avant qu'il arrive au niveau de Irving, il y a du boulot quand même. Hein. Il y a du boulot. Ouais. Le handle est là. Mais les turnovers sont là, le manque de passes est là aussi. La relation avec LeBron est là aussi. Voilà, c'est ça. Voilà. Après, ce qui me pose le plus de problème, c'est à quel point on va à nouveau se coucher devant Clutch Sports, alors que, et d'une, il semblerait que les Lakers se soient pleins de la présence et de l'omniprésence de Rich Paul. C'est un truc qui est ressorti dans le papier de Baxter Holmes, il me semble. Exact. Et de deux, est-ce que Rich Paul a vraiment besoin de caler un de ses prospects à tout prix aux Lakers? Et là, j'en suis pas certain non plus. Voilà. Mais en tout cas, moi, ça serait pas là-dessus. Enfin, j'ose espérer en tout cas que la décision ne se fera pas sur ce point-là. Parce que LeBron s'en fout. Tu lui mets n'importe quel jeune, il jouera de toute façon. C'est pas son. Tu vois, il a pas fait un caca nerveux pour faire absolument venir Melo. Donc je vois pas en quoi Darius Garland ça aurait droit à un traitement de faveur de sa part. Exact. Donc on a parlé de garder ce pic, messieurs. On se penche plutôt sur les trades maintenant, ce qui me semble pour moi l'option A et l'option B de Pelinka, puisqu'il a quand même parlé d'assets et pas parlé de joueurs pour le futur des Lakers, enfin en tout cas de ce que je comprends de ses propos, et ce qui sous-entend c'est que ça rajoute une petite monnaie d'échange. Voilà, c'est ça, une petite monnaie d'échange supplémentaire pour un trade. Il y a deux cibles qui ressortent ou qui ont pu faire parler autour d'eux, donc il y a Anthony Davis qui est toujours en mauvais terme avec la Nouvelle-Orléans. Enfin, il a envie de partir. Non, mais il a toujours envie de partir en tout cas. Il a envie de partir. Voilà. L'obtention du premier choix de draft n'a rien changé. L'arrivée future de Zion Williamson n'a rien changé. Il veut toujours partir. Est-ce qu'on trade? Qu'est-ce qu'on trade et quand on trade, messieurs? Je dirais que là, en plus, tu es en plein dans l'actualité, puisque c'est aujourd'hui qui vient de sortir. Donc, Vosges a sorti en gros la wishlist de Griffin pour Anthony Davis. On pourrait peut-être la rappeler. Allez. Donc, c'est un All-Star confirmé, un joueur qui peut devenir potentiellement All-Star et un ou deux tours de draft, sachant que le nombre de tours de draft et la qualité de ces derniers sera adapté forcément aux joueurs et à la qualité des joueurs d'avant. Donc, sachant que nous, pour le moment, on n'a pas de All-Star, si ce n'est LeBron, comment on fait? Eh bien, tout dépend de comment il valorise Kyle Kuzma. Voilà, c'est lui le plus proche. Hein. Dans notre roster. Ben ouais, mais au vote du All-Star Game, et avec la hype qui va autour, en plus, oui, avec Team USA, c'est lui qui se rapproche le plus. Ouais. J'ai une petite question, je me souviens plus des votes. Il était devant Lonzo au nombre de votes? Je pense que Lonzo était devant. Ouais, il y avait un paquet de votes pour Lonzo, il me semble. Dans mes souvenirs, Lonzo était devant, ouais. Bon, après, ils peuvent toujours prendre Kuzma, moi ça me dérange pas. Donc, on savait que pour le moment, il y avait plusieurs poursuivants. Donc, il y avait les Celtics, il y avait nous, il y avait les Knicks, il y avait les Nets et les Clippers. Et en fait, aucune de ces équipes n'a le package réclamé par David Griffin, on est d'accord? Absolument pas. Oui, effectivement, le package sur le papier, personne ne l'a. Mais on pourrait avoir éventuellement nous un package alternatif à proposer qui serait crédible. Tu vois. Ceux qui s'en rapprochent le plus, c'est les Celtes. Tu penses? Ouais, mais parce que oui, j'ai pas dit qu'il avait. Il donnerait qui? Déjà c'est ça. Mais Tatum tout seul, je pense qu'il partira pas tout seul. Non, mais déjà Tatum, il est déjà et All-Star et futur All-Star. Donc déjà ça fait 2 jours en un. À seulement 19 ans. À seulement 19 ans, voilà, tu vois, on parle quand même de Jason Tatum, tu vois, merde. Ouais. Jason Christ. Voilà, un peu le rétexter, hein. Donc après, tu peux mettre qui tu veux derrière, tu vois, il y a Bouzélé, et c'est bon, le package est cohérent. Tu penses? Marcus, non, je déconne un petit peu, mais. Ouais, mais maintenant, est-ce que Danny Ainge va le faire, tu vois, Voilà, non, déjà, en fait, il y a deux questions qu'il faut se poser, c'est, est-ce que Ainge va faire ça alors qu'il y a toujours l'épée de Damoclès Kyrie? Bah oui, Kyrie sur le départ, il a aucun intérêt à faire venir Anthony Davis pour 1 an, tu vois. Exactement, surtout qu'il a pas de thune derrière pour recruter un troisième. Bien sûr, bien sûr. Donc ça, c'est chaud. Et puis après sur le package, tout dépend d'une seule chose, hein, c'est est-ce que les Pelicans ont regardé les playoffs des Celtics et même je dirais la saison régulière, parce que après cette saison-là, pour être encore aussi haut sur Tatum, faut vraiment avoir des ornières tu vois.
Ouais, tu peux toujours espérer qu'il soit vraiment le Jason Tatum des playoffs derniers, mais sur cette saison et sur les playoffs, c'est inquiétant quand même. C'est en tout cas pas inquiétant, mais il a pas progressé. Ça assombrit un peu le tableau. Et moi, je maintiens ce que j'avais. Alors, c'est un autre papier que j'avais écrit pour QBasket sur justement sur le trade de Davis, et c'était au moment de la trade deadline. Et je maintiens ce que j'ai dit. Quand vous regardez les chiffres de Tatum, à aucun moment vous avez votre future option offensive garantie. À aucun moment. Sur toutes les stats où tu dois l'attendre comme une first option, il est à la cave. Tu parles d'isolation, en les étant un petit taquet au passage, mais c'est vrai, c'est un des joueurs les moins efficaces sur l'ISO. En 1 contre 1, ça va pas cette année, tu vois, donc il y a plein de trucs sur lesquels ça va pas. Les gens vont dire, il y a plein de raisons pour aimer Tatum, mais les gens l'aiment pour des mauvaises raisons. Donc est-ce que Griffin l'aime également pour de mauvaises raisons? Ma foi. C'est pas sûr. Mais ça, tu vois, ça déjà, c'est les Celtics. Après, on va dire, la deuxième offre la plus bouillante, ça serait les Knicks. Mais le joueur All-Star, il est où? Ceci dit, tu écoutes, on va dire, les fans des Knicks. Putain, c'est incroyable, hein, putain, quand les fanbase se réveillent un petit peu, hein, c'est le coup de l'espoir, ça t'en fait écrire et dire des conneries, hein, putain. Les Mitchell Robinson qui sont au niveau, on va dire, des meilleurs, tu vois, des meilleurs pivots de la ligue. Ouais, ok, bon, on va se calmer 2 secondes. Non, le seul joueur intéressant dans le package des Knicks, vraiment intéressant, c'est le pick 3, hein. Hein, donc un mec qui n'a pas encore joué en NBA, c'est ça. Après, c'est ça. Il faut être honnête, hein, Kevin Knox, vous êtes gentil les gars, mais il a fait une saison dégueulasse, hein. C'est un rookie. Mais c'est pas une grosse saison. Il y a pas l'effet Tatum de l'an dernier. Il y a pas l'effet Donovan Mitchell par exemple de sa saison rookie. À aucun moment tu t'es dit ah ouais, ce mec là, c'est sûr. Ouais, c'est bon, ça y est, on a trouvé notre gars sûr au poste 2, ça sera Kevin Knox. Non. Ouais. Antili Kina, ils veulent le dégager contre rien. Contre des cacahuètes. Ouais, c'est ça le cheval. Contre rien. Cheval. Et donc en gros, il leur reste un Javal Magui en meilleur. Dennis Smith Jr. aussi, moi. T'as oublié et Dennis Smith Jr. mais voilà, c'est ça. Restons sérieux, quoi, tu vois. Restons sérieux 2 secondes. J'insiste. Voilà, il y a juste des fans de Minnesota qui aiment beaucoup ce joueur. À partir, c'est fini, quoi. Donc après, si tu ajoutes à ça que les Clippers, parce qu'à la limite les Clippers sont intelligents, donc c'est ça qui fait peur en fait, c'est que il serait arrivé avec une offre offensive et intelligente. Mais le problème c'est qu'ils veulent pas vendre, ils veulent pas lâcher leur meilleur prospect. Et donc non, il y a personne, hein. Il y a personne. Donc techniquement. Ah oui, et les Nets, on a parlé des Nets, mais les Nets ont fait de la place, et les Nets vont arriver de manière extrêmement offensive sur la free agency. Pas nécessairement sur un trade. Ils ont plus le package pour. Et donc, il n'y a que nous. Ouais. Si tu vois, à moins qu'il y ait une autre franchise qui arrive avec un All-Star à filer, mais je vois pas qui, hein. Le problème de nous, c'est que au niveau des salaires, ça fout quand même un peu la merde, tu vois. Alors oui et non. J'absorbe, quoi qu'il arrive. Ouais. Et non, tout dépend si on fait une sorte de gentleman agreement et qu'on décide de trade en juillet. Ouais, effectivement. Et là, on peut absorber une grosse partie du contrat et donc bâtir l'équipe autour d'un one-two punch LeBron, Anthony Davis. Ouais, les gentleman agreement, on a vu ce que ça donnait les phases de gentleman pendant la dernière trade window. David Griffin, alors effectivement, c'est pas lui qui était aux commandes à ce moment-là, mais je pense pas que Nola veuille nous faire un quelconque cadeau que ce soit. Et d'ailleurs, je pense que, en dépit du fait que Anthony Davis veuille se barrer de Nola, je vois très bien Nola continuer une dernière année avec lui, entre guillemets, par entêtement, tu vois. Il va pas être cher, hein, alors. Ouais, je sais, mais en se disant, voilà, on va drafter Zion, voilà, je sais pas. C'est un motif de licenciement. C'est un motif de licenciement si tu fais ça, pour moi. Ouais. Le joueur t'a exprimé, comment dire, de vouloir partir. Si tu fais partir Anthony Davis contre Yabusele et un pick 14, c'est un motif de licenciement pour moi, tu vois. Bah, ils avaient quand même fait ce petit coup de poker en hiver, tu vois, finalement. Parce qu'il avait quand même, je sais, mais il avait quand même très envie de se barrer à ce moment-là aussi, tu vois. Et ils ont quand même fini la saison régulière avec lui. Mais oui, c'est sûr que là, ça change parce Ils sont obligés de le faire maintenant. Tu vois, Kawhi part avec un an de contrat. Paul George aussi part encore avec un an de contrat. C'est le moment ou jamais. Hein. Après, il peut se passer des choses où ton proprio peut faire vraiment la gueule.
Et d'ailleurs, c'est ce qui semble, c'est ce que dit Vosges dans son papier, hein. Enfin dans son tweet, où il dit Griffin veut faire un deal avant la draft. Ouais. Et c'est pas con. Oui, il a donné sa timeline, ouais. Et c'est pas con parce qu'il doit vouloir choisir son joueur à la draft. Quitte, tu vois, je te parlais de gentleman agreement, c'est un peu ce qu'a fait Clément sur la mock draft de QI, c'est-à-dire de faire un deal avec le mec des Wizards, c'est-à-dire bon d'accord, on pique pour vous. Et en juillet, on officialise le trade. Ouais, bien sûr. Et du moins, on le rend officiel maintenant, mais on ne le rend effectif que le premier jour de la free agency. C'est ça. Et c'est ce qu'ont fait les Hawks et les Nets d'ailleurs, puisque les Hawks ne peuvent pas actuellement absorber le salaire d'Allen Crabbe et le feront au départ, au premier jour de la free agency. Le trade est officialisé, celui des Nets et des Hawks, mais il sera effectif que plus tard. Voilà. Donc c'est un peu ça on est obligé de faire ça avec Anthony Davis. De toute façon, on n'a pas le cap space pour le faire avant la draft. Même en filant tous nos joueurs, en fait, ça passe pas. Donc voilà. Et je pense que ça doit être à peu près la même chose pour pas mal des autres équipes en fait. Hein. Et j'allais évoquer la deuxième piste, messieurs, puisqu'il y avait Bradley Beal dans la saison de Washington, où John Wall s'est blessé. La situation salariale de Washington est clairement pas dans le vert, avec des jolis contrats offerts à John Wall, Bradley Beal, Yann Malemi. Putain, surtout celui de John Wall. Hein. Il fait quand même mal, hein, celui-ci. Et du coup est évoquée l'idée d'une reconstruction à Washington, qui n'a pas eu lieu à la trade deadline. Ils ne sont pas précipités. Bill a fini sa saison seul, totalement seul, et il a fait ses stats de son côté. Est-ce que vous pensez que Bradley Beal est une option pour Los Angeles ? Est-ce qu'il devrait en être une ou est-ce qu'il en est une actuellement ? Est-ce qu'il en est une actuellement ? On en parle moins. Ouais, c'est ça. S'il en était vraiment une, on en aurait entendu parler dans les médias mainstream, type ESPN ou type même Stephen A. Smith, tu vois, typiquement. Non mais j'ai dit mainstream, tu vois. J'ai dit mainstream, voilà, c'est ça. Non, j'ai dit c'était pour mainstream. Type Bayless. Mais oui, non mais c'est ça. Type Broussard, hein, tu vois. Voilà, exactement. Bon, on peut tous les passer en revue si vous voulez. Mais ouais. Donc du coup on n'entend pas forcément parler. Du coup est-ce qu'il est une option aujourd'hui pour les Los Angeles Lakers? C'est difficile à dire. Est-ce qu'il devrait en être une? Moi je sais pas. Je crois qu'on s'est déjà posé la question tous les trois, il me semble, pour un podcast. Je sais pas si c'était le dernier ou l'avant-dernier. Je sais pas. En fait, je pars du principe que pour moi j'ai que AD dans la tête en fait. Et quand tu commences à me dire ouais bon AD c'est mort, mais vas-y si tu veux on te propose Bradley Beal, tu vois tout de suite là le soufflet il retombe et je suis là ouais bon si tu veux, tu vois. Je sais pas trop quoi en penser de Bradley Beal. Adrien? Oui, moi je pense qu'on devrait se positionner, mais il va être cher. À mon avis, il sera quasiment aussi cher que ce que sera Anthony Davis, parce qu'il est jeune, il est extrêmement talentueux. Non, il est bon, c'est un très bon joueur. Tu vois, quand il a commencé à prendre l'équipe sur ses épaules, il peut tout faire en attaque. Il peut tout faire, ce mec. Mais bon, ouais, c'est combien ça coûte, hein. Parce que autant sur Anthony Davis, il me semble que sur ce dossier-là, on serait presque en position de force, ou du moins on n'est plus en position de se dépouiller comme on voulait le faire en février. Par contre, pour Bradley Beal, notre avantage. J'avais quand même lu qu'on allait devoir beaucoup donner pour Anthony Davis pour cet été, même si on voulait l'avoir cet été. Hein. Alors, je sais plus où est-ce que j'ai vu ça. Faudrait que je te retrouve ça. Moi, si tu veux, je m'en tiens juste à ce que vient de dire Vosges. Et à ce moment-là, ça me va, hein, tu vois. Donc, en gros, 3 profils plus un pic. Donc, c'est ça. Ok. Je retiendrai moi, ça me suffit, hein, c'est cher payé déjà, pour juste un an de contrat. Ouais. Mais allez, faisons-le. Par contre, pour Beal, sachant qu'on est les seuls à être là-dessus, que les Wizards sont pas forcément vendeurs, sachant qu'en plus les Wizards n'ont pas forcément de GM pour le moment, c'est pas facile. C'est pas facile comme dossier. Ouais. Clément, toi, un avis peut-être sur Bradley Beal, du coup? Non, mais après Bradley Beal, nous, quand on s'est positionné dans la peau du general manager, on a pris Bradley Beal, puisque voilà, en discutant avec notre interlocuteur de Washington, qui espérait une reconstruction en fait. Le cycle est un peu mis à mal en ce moment à Washington et espérait reconstruire avec des jeunes assets. Donc, est-ce que c'est la position qu'aura Washington une fois qu'ils ont récupéré un manager général à suivre? J'en suis pas sûr. Mais, j'aimerais pas être un fan des Wizards aujourd'hui. Non. Compliqué. Ouais. Très compliqué. Après,
Après, dans un sens, ils ont mal vendu aussi Porter, je trouve. Ouais. Après, dans un sens, ils peuvent se rassurer. Dwight Howard a activé son option et il sera là l'année prochaine, quoi. Quel enculé. Un superbe dagger de la part de Clément. Ah là, c'est ça. Est-ce qu'on parle, justement, puisqu'on parlait de Dwight Howard qui ne sera pas free agent, est-ce qu'on parle des free agents, messieurs? Juste une petite rumeur. Allez. Celle qui, voilà, dans certains bruits, Jimmy Butler aurait un intérêt pour les Lakers. Si les derniers lui proposaient le max. Vraie option selon vous ou simple manipulation pour obtenir le max de la part de Philadelphie? Bah, peu importe, hein, je vais te dire. Ça, ouais. S'il veut venir, il vient. Par contre, ouais, franchement, s'il a envie de venir, moi, je l'accueille, mais à cœur joie, par contre. Hein. S'il a vraiment envie de venir, alors là, viens mon garçon, tu vois. Ouais. Je sais pas, à voir. Viens prendre le vestiaire de KCP, oui, pas de problème. Vas-y, prends son numéro, vas-y, viens. Non, mais c'est vrai que c'est difficile de savoir ce que pense ce mec parce qu'il a un peu, il a un peu poker face, tu vois, ce gars-là. D'une manière générale, dans ses déclats, ses sorties, etc. C'est un très très fin tacticien à ce niveau-là. Ouais, il joue solo. Ouais. Lui, franchement, il pense qu'à sa gueule, mais bon, pour l'instant, ça lui a réussi quand même plutôt pas mal, tu vois. Donc pourquoi pas qu'il continue ainsi. Parce que moi, je lui prêtais pas cet avenir quand il était aux Bulls à l'époque. Du coup, je trouve qu'il tire plutôt pas trop mal son épingle du jeu. S'il veut venir aux Lakers, c'est avec grand plaisir. Sinon, qu'il aille se faire foutre à Philadelphie, hein, voilà quoi. Je sais pas, mais je sais pas si vous avez un avis différent, mais ouais. Non, c'est à peu près la même. Par contre, quand même, chers amis des Lakers fans, si jamais Butler vient, et si c'est la seule signature que l'on a de l'été, commencez pas à pleurer. Parce que, voilà, si vous voulez, regardez quelle est la situation objective de la franchise, sa perception dans le reste de la ligue, c'est pas terrible. Un mec comme ça accepte malgré tout, de devenir là, ça montre le degré d'assurance de ce type. Hein. Putain, grave. Mais ce serait beau, hein, franchement. Et il peut le faire, parce qu'il y a bien un joueur, allez, peut-être même Kawhi aussi. Mais Butler encore plus. Butler, c'est vraiment le mec, il s'en fout, tu vois, du contexte. Lui, il vient juste et il vient et c'est pour gagner, point barre. Voilà, c'est ça. S'il y a bien un joueur qui serait capable de prendre une décision irrationnelle et signer aux Lakers, je pense que ce serait lui. Ce serait lui, c'est ça. Il dit ouais, je m'en fous, mais je vais gagner là. Voilà. Et il gagnera. Ce serait beau, hein. Et ce serait beau quand même, hein, franchement. Un petit Lonzo, Butler, LeBron, putain, sur le papier, c'est beau, hein. Avec Dwayne Dedmon en pivot. Ça va être mon nouveau credo cet été, je vous préviens, ça va être lourd, ça va être affreux. La team 70% d'ISO. Ouais. Mais ce serait beau quand même, hein. Franchement, oh là là. Ça nous changerait des Stephenson, là, des Rondo et tout, putain. Oh là là. Bon, on n'y est pas encore, mais. Non, on n'y est pas encore. Mais bon, au moins, on a eu une rumeur, tu vois, sur c'est ça. C'est ça. En fait, on a parlé aussi de Kyrie Irving, si on va être. Ah, bah oui, du coup, oui, on peut aussi un petit mot sur Kyrie Irving. Kyrie Irving qui serait pas contre une réunion avec son père après la séparation aux Los Angeles Lakers. Alors, du coup, on peut quand même se poser la question, même si ça paraît vraiment pas réaliste, oui ou non. Pour moi, franchement, c'est non. Après, je vais vous laisser peut-être vous répondre et élaborer éventuellement. Non, mais moi aussi, je suis pas chaud. Moi, je suis pas chaud du tout. Enfin, pas du tout, parce que Kyrie Irving, c'est quand même Kyrie Irving, tu vois. Mais c'est-à-dire que quand tu fais la liste des noms disponibles à ce moment-là, parce qu'on va quand même arriver sur une fournée où il peut y avoir un paquet de gros joueurs qui entre guillemets d'électrons libres qui peuvent se balader dans la nature, tu vois. Et si dans tous ces joueurs-là, finalement, ce que tu récupères, c'est Kyrie Irving, je trouve que ce serait un peu dommage. Je sais pas. Ouais. Surtout quand tu vois comment il joue et quel est son impact quand il est seul. Tu vois. Là, comment ça s'est passé Ouais, bon là, il sera pas seul, là, techniquement. Mais, je sais pas. Ouais, mais t'imagines donner quand même 35 millions à un mec comme ça, alors que... non, mais carrément, ça fait beaucoup de fric. Alors qu'il les mérite pas nécessairement. Par rapport à ce qu'il est, tu vois, si tu veux, son run là à Boston, il est pas glorieux. Ouais, non, franchement, je pense que ça l'a plus, à mon avis, il y a l'équipe a fait fantasmer alors qu'il était blessé, hein, pendant toute la saison. C'est ça. Je trouve que sur vraiment le plan purement personnel,
le Kyrie Irving avec LeBron, la dernière année avec LeBron, c'était quand même plus sexy, je trouve, que le Kyrie que j'ai vu à Boston, personnellement. Je sais pas. T'as quand même l'impression qu'il a régressé quand même à Boston, tu vois. C'est ça. C'est ça qui fait peur, tu vois. Et comme diraient certains, pourquoi recruter Kyrie Irving alors que Rondo sera pas cher cet été? Oh putain. Coupez, monsieur Largesson. À l'aide. L'idéal serait quand même que Kyrie Irving signe aux Nets, parte des Celtics, qui n'est plus rien, qui décide, que Danny Ainge décide de garder Tatum et Jaylen Brown pour dominer la ligue. Ouais. Et toi, Clément, un avis sur Kyrie, Clément? Il est là. Il est là. C'est un très bon joueur solo, un individualiste excellent en termes d'isolation, etc. Un très bon attaquant, mais une certaine réticence à le voir à Los Angeles. Ça aurait été quand même beau, un petit retour de Kyrie LeBron entraîné par Tyronn Lue. Ça aurait été cocasse quand même comme situation. C'est ça, avec J.R. Smith derrière. Ouais, c'est vrai. Non, mais Kyrie Irving, pour moi, c'est un no-go, franchement. Mais bon, c'est toujours pareil, c'est ces petites rumeurs qui nous amusent. À mon avis, il y a rien de vraiment sérieux là-dedans. Je pense que Kyrie Irving fait ça un peu aussi pour faire monter les enchères et voilà, quoi. Ouais, il y en a ça aussi. Qu'il ait son contre-max. Il faut qu'il il y a une autre rumeur, messieurs, aussi, puisqu'on est sur le vert. Il y avait Marcus Morris qui était évoqué du côté des Lakers. Est-ce que c'est la grosse signature qu'on attend pour cet été? C'est quand même magnifique notre free agency, tu vois. Ouais. On parle de tous les superstars de la création et t'as un petit Marcus Morris qui vient se glisser ici. Non mais soyons sérieux, quoi. En plus, typiquement, c'est le joueur il va voir quoi. Il va arriver après la signature de toutes les grandes stars. Ça va se négocier à 5-6 millions. Oui, voilà. J'allais dire, ça dépend combien tu lui donnes aussi, tu vois. C'est du 10 en 1+1, quoi, pas plus. Mais dans l'absolu, le fit est complètement pourri pour les Lakers, pour le roster en tout cas, sur le papier, tu vois. Ouais. T'as Kuzma en plus fort. Bah oui, c'est ça. Fort au niveau musculaire, quoi. Après. Ouais, mais. Le niveau. C'est ça, le niveau. Je laisse les amateurs parler. Hein. Voilà, c'est ça, il est pas terrible, quoi, tu vois. Et ça, il y a quand même pas mal la queue déjà, tu vois, à ce niveau-là, donc, je sais pas. Après, c'est marrant, je sais pas si c'est vraiment sportif parce que du coup, son nom a été associé aux Lakers, aux Clippers et aux Kings. Je pense que le mec a envie d'acheter sa maison en Californie tranquillou, finir sa carrière ici au soleil et puis. Là, t'es quand même très clairvoyant, hein, parce que moi, je l'avais pas vu venir celle-là, mais c'est vrai que c'est une excellente idée, ça, les Kings. Parfait, ça. Ah ouais, non. Ouais, les Kings, ouais. C'est ça. Bon, messieurs, un mot de la fin. Un mot de la fin. Allez, un mot de la fin. Eh ben écoute, comme disait Adri plutôt en début de podcast, ce fut un plaisir de nous retrouver pour enregistrer un petit podcast après un gros bout de temps quand même. Je pense qu'on va se mettre éventuellement à relancer la machine et à essayer de se remettre dedans et en ressortir plus régulièrement. De toute façon, il y en aura un qui va suivre la draft. Il y en aura forcément d'autres qui suivront les actus de l'été qui s'annoncent quand même déjà assez mouvementés. Du coup, on espère que ce podcast vous plaira et qu'on vous retrouvera pour les prochains. Et comme d'habitude, si vous avez des avis, des retours, n'hésitez pas. Adrien? Oui, j'ai un petit hommage à rendre ce soir à propos de la retraite d'un certain international. Et puisque Tony Parker a toujours dit qu'il n'aimait pas les Lakers, eh bien écoute, c'est réciproque. Nous aussi, on t'aime pas. Donc ça me fait rien du tout ta retraite. Merci. Oui, c'est vrai qu'en plus, c'est vrai qu'en plus, on a l'un de nos admins tout à l'heure sur la conversation de groupe qui nous a dit on fait un petit message pour Tony. Moi, ma réponse, elle était sans équivoque. C'était je m'en bats les couilles. Du coup, voilà. Quelle bande de pourris. Moi, je garderai une note. J'aimerais tous vous remercier, du coup, vu que cette saison se finit. Ça va être le dernier podcast de cette saison. On se reverra après la draft, donc on sera déjà dans une nouvelle saison. Donc, j'aimerais tous vous remercier de réagir et d'échanger avec nous sur Twitter, donc que ce soit lors des live tweets, sur les messages concernant les systèmes de jeu que vous appréciez bien. On a eu les retours dessus, sur les stats avancées, ou encore pour écouter le podcast. Ça donne vraiment envie de continuer, comme l'a dit Nas, et on se reverra très très vite. Voilà. Et je finirai en disant que Gary Harris vaincra. Voilà. Fin de podcast. On se retrouve après la draft. Allez, à bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao.